Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Shenson pour Idéo Presse. Vous avez peut-être reconnu le bâtiment derrière moi. Bienvenue au plus grand musée du monde, le musée du Louvre. Mais c'est connu. Eh bah non, vous connaissez peut-être la Joconde, la Vénus de Milo ou encore le Code d'Hammurabi. Personne ne connaît ce truc. Bah justement, le Louvre c'est 70 000 mètres carrés de surface et sur cette surface, je parie que vous connaissez qu'à peu près 10%. Venez avec moi vous perdre dans le Louvre. Le musée du Louvre. Immense résidence royale longeant la Seine sur près de 750 mètres, il est aujourd'hui sans doute l'un des plus beaux musées du monde. Chaque année, près de 9 à 10 millions de personnes parcourent ces 73 000 mètres carrés pour y découvrir 35 000 trésors répartis sur 403 salles, faisant de lui le plus grand musée du monde. Son histoire débute au Moyen-Âge. Construit au XIIIe siècle par Philippe Auguste, il est transformé en musée en 1793 et ne cesse jamais d'évoluer. C'est en 1989 que la pyramide du Louvre est construite, complétant ainsi la dernière grande ère du Louvre. Les années 90, 2000 et 2010 voient l'arrivée de nouvelles galeries, du carrousel et encore aujourd'hui de nouvelles pièces sont en construction. Un musée grandiose donc, dont l'histoire n'a cessé d'évoluer, de changer au fil des jours que comptait Paris. C'est près de 1000 ans d'existence que nous offre ce palais. Un château gigantesque, à la collection gargantuesque, tout ça pour finir sous terre. Nous sommes ici dans les sous-sols du Louvre, seul témoignage du passé de forteresse qu'il représentait. Et oui, le Louvre, c'est pas seulement un musée, c'est aussi un ancien palais royal qui s'est construit sur 8 siècles et où la famille royale et la cour ont plusieurs fois séjourné. C'est d'ailleurs cette histoire que vient nous raconter la galerie de l'histoire du Louvre. Une petite galerie assez peu connue, cachée dans les sous-sols du musée. Car oui, le Louvre a une histoire millénaire et son aspect aujourd'hui a des années-lumière de celui de sa création. Et c'est en 1190 que Philippe Auguste pose la première pierre du château fort. Il choisit un lieu-dit nommé le Louvre, probablement en référence au loup qui s'y trouvait. Il construit les murs d'enceinte et un donjon de plus de 31 mètres de haut. C'est immense. Pourquoi bâtir ce truc à Paris? Faut dire que le Philippe, il est occupé. À la fin du XIIe siècle, les possessions royales se limitent aux alentours d'Orléans et de Paris. Le reste est contrôlé par d'autres grands seigneurs ou par le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. Bref, c'est la dé. À ce raffut politique, il faut ajouter qu'entre 1189 et 1192, le roi doit partir pour la 3e croisade. Paris se doit d'être défendu. Comment nous perdre dans le Louvre sans commencer par l'une des galeries les plus iconiques du musée, la galerie des statues grecques. Il s'agit d'une des galeries les plus visitées du Louvre. Ici, Athéna, le discobole de Myron, Hercule ou encore Eros semblent comme pétrifiés dans le temps. Une ombre parfaite comme évanouie dans les couloirs du Louvre. François Ier fut le premier roi à acquérir ses œuvres avant que la collection ne connaisse un âge d'or au XIXe siècle où plusieurs statues bien connues rejoignirent la collection. C'est le cas de la Vénus de Milo, sans doute l'une des œuvres les plus connues du musée avec la Joconde. Elle entre dans la collection en 1821. Elle est d'abord découverte dans le jardin d'un habitant grec de l'île de Milo. Les soldats français qui stationnaient dans le coin en profitèrent pour l'acquérir. En France, la statue fait sensation, jusqu'à devenir l'une des icônes du musée. C'est aussi à cette période, en 1863, qu'on rapporte la victoire de Samothrace, qui représente la déesse Niké. Cette déesse a d'ailleurs inspiré la célèbre marque de sport. Tu penses que les Grecs s'habillaient souvent en Lacoste TN du coup? Hein? Ah. C'est après la guerre de 100 ans que les rois de France quittent Paris et délaissent le Louvre. En 1515, François Ier finit par y remettre les pieds lors de séjours occasionnels à Paris. C'est d'ailleurs sous son règne et celui de son fils Henri II que le Louvre connaît une métamorphose. Et oui, la faute à la Renaissance. Mais avant d'accueillir la Vénus de Milo ou la victoire de Samothrace, le Louvre a connu pas mal de changements, pour passer de ça à ça. J'avoue que le changement est assez violent. Le château perd ses enceintes, son donjon, remplacé par un palais beaucoup plus en phase avec son temps. C'est à cette époque qu'est bâtie la salle des Cariatides, la pièce magistrale de la galerie des antiquités grecques. Avec ses colonnes en forme de femmes drapées, cette salle est en elle-même le symbole de la Renaissance, une époque où l'on redécouvre l'art grec et romain qui va donner un nouveau souffle à l'art européen. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, Catherine de Médicis, alors reine de France, ajoute de nouvelles sections au Louvre. C'est le cas des Tuileries, aujourd'hui disparues, qu'elle construit à 500 mètres du château principal. Ce palais est alors construit en dehors de l'enceinte de Paris, dans la pure campagne, un endroit où des fabricants de tuiles s'étaient installés, d'où le nom.
Profitant de la fin des guerres de religion, Henri IV, devenu roi en 1589, ajoute sa patte au château. Il fait bâtir la Grande Galerie afin de rejoindre le Louvre et les Tuileries en longeant la Seine. Ses descendants, Louis XIII et Louis XIV, s'évertuent pour leur part à construire la cour carrée telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais également à agrandir les Tuileries. Mais à la fin du XVIIe siècle, Louis XIV quitte le Louvre pour Versailles. Le Louvre est alors abandonné, mais pas délaissé. Les académies royales, créées sous Louis XIV, comme l'Académie des sciences ou l'Académie des arts, s'y installent, au même titre que certaines familles nobiliaires qui y louent des chambres. C'est finalement Napoléon Ier puis Napoléon III qui ferment définitivement le Louvre avec la construction de la Galerie Nord. Et c'est Napoléon Ier qui va construire l'Arc de Triomphe du Carrousel. C'est dans cette folie des grandeurs que la France se dote de plusieurs collections antiques, comme celle égyptienne. L'une des autres galeries stars du Louvre, c'est celle des antiquités égyptiennes. Allons-y. Et oui, manque de bol, la galerie des antiquités égyptiennes était fermée le jour du tournage. Mais j'ai quand même pu m'y rendre à l'avance et tourner quelques plans. Et je peux vous l'affirmer que c'est bien l'une des galeries les plus impressionnantes du musée. On se trouve à présent dans la galerie des antiquités orientales qui couvre près de 8000 ans d'histoire, de la préhistoire jusqu'à l'époque islamique. C'est une partie qui est trop méconnue du grand public, et à tort. Ici, les monuments sont gigantesques. L'histoire est vieille de plusieurs millénaires. On y apprend les cultures de civilisations aussi nombreuses que fascinantes. Les Élamites, les Sumériens, les Assyriens, les Babyloniens. Quand tu te balades ici, c'est comme si tu te baladais dans les rues de Babylone, quoi. L'un des incontournables de cette collection, c'est peut-être bien ce qui se trouve derrière moi, le Code d'Hammurabi. C'est un ensemble de lois promulguées au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ par le roi babylonien Hammurabi. Gravé sur une stèle de basalte, il comprend environ 280 articles couvrant divers aspects de la vie. Fondé sur le principe de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, il vise à assurer l'ordre et la justice dans le royaume. Viens, approche-toi. Regarde ce qu'il y a écrit. Si la personne qui regarde cette vidéo n'est pas abonnée à la chaîne d'Idopress, elle sera exécutée sur le champ. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Continuons de nous perdre, avançons dans le temps, progressons dans le Louvre jusqu'à arriver aux antiquités romaines. À l'instar de la galerie des statues grecques, la galerie des antiquités grecques et romaines revient plus en détail sur les modes de vie de ces deux civilisations. Entre vases, statuettes et autres bijoux, le musée vous propose de retracer l'histoire de la civilisation romaine. Mais le Louvre a à peine le temps de nous présenter ces merveilles que le temps nous rattrape, jusqu'à nous plonger dans un Moyen-Âge aussi étrange qu'angoissant. Si vous vous sentez perturbé par ces statues, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Bienvenue dans la galerie des statues du Moyen-Âge. Pratiquement la seule représentante de l'art européen du Moyen-Âge, cette galerie nous offre un aperçu de ce à quoi pouvait ressembler cette période qui a duré plus de 1000 ans. Si une impression de malaise vous touche à partir du moment où nous entrons dans la galerie, elle ne dure pas longtemps, car très vite, notre esprit se prend d'une fascination pour ces statues oubliées, une fascination qui nous fait revenir en arrière à une époque où peut-être les contes de fées existaient encore. Mais le temps avance et l'on quitte les âges anciens et on reprend notre avancée temporelle jusqu'à arriver à la Renaissance. Sans doute la partie la plus connue du Louvre, la galerie des peintures italiennes est sans aucun doute la véritable star du musée. C'est aussi la plus ancienne, débutée à la Renaissance avec François Ier. Se promener dans la galerie des peintures italiennes du Louvre est une expérience presque hors du temps, un voyage à travers les siècles d'art et de beauté. Dès l'entrée, on est frappé par l'élégance des salles aux hauts plafonds ornés, baignées d'une lumière tamisée. Les yeux sont immédiatement happés par les Noces de Cana, le plus grand tableau du musée, dont l'immensité semble suivre chaque pas. Plus loin, les fresques vibrantes de Raphaël, les compositions théâtrales du Caravage ou encore les scènes mythologiques du Carac captivent notre regard et nos émotions. Chaque tableau dégage une présence presque vivante, comme si les figures peintes allaient s'animer. Le temps s'arrête et l'on ressort de cette galerie avec une impression d'avoir touché du regard l'essence même de la grandeur.
de l'humanité et du mystère, jusqu'à évidemment tomber sur... Vous fatiguez pas, je traverserai pas cette foule pour voir un tableau de 80 cm de haut. Désolé la Joconde. Mais pourquoi c'est François Ier qui a ramené ses œuvres? Eh bien, en Europe, le mouvement de la Renaissance vient rebattre les cartes de la culture européenne. Il faut comprendre que la redécouverte de l'art antique va insuffler une nouvelle passion chez les souverains européens, et un grand nombre d'entre eux vont s'en passionner. D'autant plus que les nouvelles donnes politiques font des œuvres d'art des instruments de pouvoir. François Ier, roi de 1515 à 1547, n'échappe pas à ce mouvement. Il débute la création d'une immense collection en acquérant des œuvres de toute l'Italie, dont la Joconde achetée à Léonard de Vinci, qui séjournait alors en France. Mais ce bon vieux Léonard ne s'arrête pas là, étant donné que plusieurs de ses œuvres sont encore aujourd'hui conservées au Louvre. À partir du XVIe siècle, chaque règne vient apporter sa pierre à la collection royale. Mais comment il faisait pour financer tous ces achats? Tu vois quand Marine Le Pen paie ses assistants parlementaires? Le même argent. Oh. Mais la construction d'une collection et d'un palais n'ont pas tout de suite mené à la construction du musée du Louvre. À vrai dire, l'association n'était pas évidente à l'époque. Mais à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les idées des Lumières mettent en avant l'idée que la proximité du peuple avec des chefs-d'œuvre permettrait de l'éduquer. Du coup, si on suit leur pensée, ça reviendrait à mettre un CP devant un code civil et s'attendre à ce qu'il devienne avocat juste en le fixant très très fort. Ah ouais, des visionnaires les mecs. Ouais, mais te moque pas parce que leurs théories, bien que graveleuses, font émerger les premiers musées d'histoire, comme le British Museum en 1759. Et la France? En France, l'idée circule déjà de transformer le Louvre en musée. D'autant plus que depuis Louis XIV, la cour a déserté le Louvre pour Versailles. Au même moment, au Louvre, les premières expositions de l'Académie des Arts voient le jour dans le Salon Carré, à partir de 1737. Ces expositions durent 2 mois, du 25 août au 30 octobre, et rassemblent l'élite de la bourgeoisie et de la noblesse européenne. L'idée n'est donc pas nouvelle. Une des collections les plus impressionnantes se situe sans doute ici, dans la galerie des peintures françaises, où sont regroupées les œuvres de France les plus connues au monde. Vous pensez sans doute au Sacre de Napoléon ou encore au Radeau de la Méduse. Mais plus je m'y promène, plus je me sens inspirée. Se promener ici, c'est comme voyager à travers l'âme artistique de la France, traverser son intimité, ses émotions et son histoire. On est d'abord frappé par l'élégance solennelle de l'espace, les hautes salles aux murs rouges sombres qui donnent une intensité dramatique aux œuvres. Les toiles monumentales captent immédiatement le regard entre désespoir brut et énergie vibrante. Puis, Poussin et David imposent leur scène mythologique énigmatique. Mais au-delà de l'art, c'est un dialogue intime qui se crée avec chaque tableau. On se sent observé par les regards perçants des portraits de Géricault ou de Delacroix, transporté par les jeux de lumière des paysages de Claude Lorrain. Mais c'est bien l'ambiance révolutionnaire de la liberté guidant le peuple qui finit par attirer notre regard. Celle-ci fut peinte par Eugène Delacroix en 1830, qui fut inspirée par la Révolution de Juillet qui renversa Charles X. Cette toile représente littéralement l'esprit révolutionnaire à travers une allégorie de la liberté, représentée sous les traits d'une femme puissante, brandissant le drapeau français et entraînant un peuple uni vers la victoire. C'est la célèbre Marianne. Et quoi de mieux que ce tableau pour représenter l'importance de la Révolution française au Louvre? La Révolution française? Je pensais plutôt que la préoccupation des Français c'était de couper la tête des aristocrates. Eh bien, non, pas totalement, et le Louvre en est un excellent exemple. La Révolution française a pour but d'appliquer concrètement les idéaux des Lumières à la société, et donc, comme nous le disions tout à l'heure, de permettre au peuple d'avoir accès à des chefs-d'œuvre pour qu'ils s'instruisent. C'est dans cette optique qu'en 1790, quand l'Assemblée nationale a nationalisé les biens du clergé et créé les départements, que les députés votent un décret pour imposer la création de musées départementaux dans les anciennes églises désaffectées. Dans ces derniers, ils vont alors exposer les œuvres spoliées aux nobles qui ont fui la Révolution. Bon, par contre, le projet sans sous marche moyen, mais l'initiative reste là. Mais une volonté persiste, celle de faire de Paris la capitale des arts et des lumières. C'est ainsi que le 10 août 1793, un an après la chute de la monarchie, qu'est fondé le Musée central des arts. C'est la naissance du musée du Louvre. Mais niveau collection, la Révolution française va apporter un véritable coup d'accélérateur. On peut penser aux saisies militaires, notamment sous Napoléon, ou bien encore par la nationalisation des biens des nobles ou de l'Église. En continuant dans les peintures françaises, les plus curieux découvriront le dernier étage du Louvre, où plusieurs toiles magnifiques décorent des murs au sein de couloirs solitaires, dépeuplés par les touristes. Une véritable pause où le temps semble s'être suspendu. Alors, dans des salles à peine peuplées, on scrute plus attentivement chaque détail que nous offrent les toiles de ce musée. On se perd
On déambule sans réel but, jusqu'à trouver une œuvre qui nous fera tourner l'œil. Mais reprenons le fil du temps jusqu'à nous arrêter au XIXe siècle. C'est alors que l'on tombe nez à nez avec la Galerie des statues françaises. Plongée dans un décor blanc aux multiples escaliers, éclairé simplement par des lumières tamisées du ciel, c'est comme traverser un dialogue silencieux entre la pierre et l'art. Chaque statue impose sa présence, un témoin muet d'une époque ancienne. On ressent une forme d'admiration face à ces sculptures immuables, mais aussi une certaine solitude, la lumière, filtrant subtilement sur le marbre et le bronze, accentue les ombres et les reliefs, rendant presque vivants ces visages figés. Vous l'aurez compris, c'est ici que le musée expose les sculptures françaises du XVIIIe et du XIXe siècle. La cour Marly, où nous nous trouvons, nommée après les chevaux qui y sont exposés, a pour particularité de posséder une verrière. Évidemment, elle n'est pas d'époque, mais elle est tout à fait représentative de ce qu'était le projet du Grand Louvre. Dans les années 80, le président Mitterrand décide un agrandissement pharaonique du Louvre, percement d'un réseau souterrain pour mieux accueillir les touristes, construction d'une pyramide en verre en plein centre de la cour et création de nouvelles galeries couvertes dans les anciennes cours du château. Le 19e siècle est donc un siècle charnière dans la construction du Louvre. Et elle n'a pas tort. À partir du moment où Napoléon prend le pouvoir en 1799, puis transforme la République en empire en 1804, le musée du Louvre prend une toute autre direction. L'empereur le renomme en Musée Napoléon et y expose ses saisies militaires. Après la chute de Napoléon, les régimes successifs vont s'efforcer d'enrichir toutes les collections du Louvre, et notamment les collections gréco-romaines, égyptiennes et orientales. Charles X va, de son côté, en 1827, commencer à installer ses œuvres derrière du mobilier et des vitrines sur mesure. C'est la naissance de la muséographie moderne. Mais si, au XIXe siècle, le palais fait office de musée, il n'en reste pas moins un lieu de pouvoir. Et oui, car en continuant notre visite, nous tombons ici, au cœur même des intrigues des politiques du Second Empire. Ce sont les appartements de Napoléon III. C'est ici que l'empereur et ses ministres ont dirigé la France de 1852 à 1870. Malgré ces appartements, c'est bien aux Tuileries que s'est situé le palais impérial. Même manque de bol, le palais disparaît en 1871. Lors de la guerre franco-prussienne, Napoléon III est défait par les Prussiens en 1870. La Troisième République est proclamée, peu de temps après, mais c'est une chambre conservatrice qui gagne les élections. Les Parisiens se révoltent alors et fondent la première utopie socialiste au monde, la Commune de Paris. L'expérience ne dure que quelques mois avant que la Troisième République intervienne et extermine les communards. C'est la semaine sanglante. Coincés, les Parisiens mettent le feu à certains monuments pour ralentir les troupes, comme à l'hôtel de Ville ou aux Tuileries. Mais rien n'y fait, la commune est définitivement vaincue le 28 mai 1871. Les Tuileries, ou ce qu'il en reste, quant à elles, furent définitivement rasées en 1883. C'est en continuant dans la section des appartements de Napoléon III que le Louvre nous offre son dernier secret, et pourtant, c'est une de ses collections les plus importantes. La Galerie des Arts Décoratifs, un dédale de couloirs rempli de trésors de l'Ancien Régime. Les objets royaux ont été amenés ici lorsque les révolutionnaires ont pillé la basilique Saint-Denis à l'image du sceptre de Charles V, ou Joyeuse, la légendaire épée de Charlemagne. Mais les Galeries des Arts Décoratifs ne s'arrêtent pas là, étant donné que vous pourrez également découvrir l'évolution des goûts décoratifs en partant du XVIe siècle, avec son argenterie fastueuse de la cour royale, jusqu'au style plus sobre du XIXe. En bref, un vrai parcours temporel et artistique, quoi.
Mais ce mobilier royal n'est pas sans nous rappeler la place primordiale du Louvre au centre de l'État. Et si Versailles a une galerie des glaces, le Louvre n'a rien à y envier, puisqu'il a aussi sa propre galerie des glaces, la galerie d'Apollon. Reconstruite en 1661 après un incendie, cette galerie est l'œuvre des célèbres artistes Charles Lebrun et Louis Levaux, les deux grands artisans de Versailles. Son plafond, conçu dans l'esprit de la galerie des glaces de Versailles, est un triomphe du style baroque dans une explosion de dorures et de trompe-l'œil. Outre son décor luxueux, la galerie abrite quelques trésors, comme la couronne de Louis XV ou la couronne de l'impératrice Eugénie, mais aussi des diamants et des vases, trésors du patrimoine français. Déjà ? Ça fait un bout de temps qu'on y est, non? Ouais, mais parfois, quand tu te perds, t'as pas envie de retrouver ton chemin. Je suis quand même bien content d'avoir retrouvé la civilisation. Vous l'aurez compris, le Louvre n'a pas démérité sa place du plus grand musée du monde. Il est sans conteste l'un des plus beaux et des plus incontournables. Quand vous rentrez dans le Louvre, c'est pas seulement un musée d'art que vous découvrez, mais bien un morceau de l'histoire de France. Bon, en attendant, moi je vais aller dans les Tuileries, voir si je peux me perdre aussi. C'était Shen Swan pour Idéo Presse.